Le monde a besoin d'énergie pour fonctionner. Et aujourd'hui, les hydrocarbures représentent plus de la moitié de la consommation d'énergie à l'échelle de notre planète. De par le fait que ces énergies sont polluantes et de par l'émergence de nouvelles sources d'énergie, on peut se poser la question de leur utilisation dans le futur. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire un tour d'horizon pour savoir où l'on en est, où l'on va, et quels sont les scénarios énergétiques qui se dessinent pour les grandes puissances. Jusqu'à une époque pas si lointaine, ça fait quand même 3 ou 4 siècles, l'énergie c'était le bois, l'énergie, la force humaine, la force des animaux, c'était éventuellement les moulins. Les moulins ont été la première forme d'énergie, je dirais, un petit peu différente. Et ce qui s'est passé, c'est à peu près vers 1700, quelque chose comme ça, il y avait déjà des usines qui consommaient de l'énergie. Et l'énergie, c'était du bois. Et le bois, donc, elles étaient à côté de forêts, et donc ils coupaient les forêts. Puis à un moment donné, il n'y avait plus de bois. Et donc c'est là qu'on s'est mis à chercher autre chose, et c'est à l'invention, l'invention, si je puis dire, la découverte du charbon, la découverte de la machine à vapeur, c'est le début de la première révolution industrielle. Et après, donc, les choses se sont continuées à se développer. Au 19e siècle, on a eu, donc pendant un certain temps, on a eu essentiellement le charbon comme grande source importante, industrielle d'énergie. Ensuite, au 19e siècle, on est passé au gaz naturel, au pétrole, et ensuite à l'électricité qui est apparue au tournant entre 1890 et 1900. Et puis maintenant, donc, on a aussi les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire. Et voilà un peu l'évolution. Alors, pendant pas mal de temps, la consommation d'énergie restait quand même relativement faible. Même quand on a commencé à utiliser du charbon, les consommations n'étaient pas gigantesques. C'est pour ça que vous avez cité 45, je reviens toujours là-dessus, parce que bon, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que jusqu'en 1945, globalement, la consommation d'énergie restait relativement limitée. On va utiliser une unité que je vais essayer d'utiliser un minimum de chiffres, c'est la tonne d'équivalent pétrole, dont la tonne de pétrole ou la tonne de charbon, si vous voulez faire vite. C'est la consommation d'énergie jusqu'en 45 était de l'ordre de 2 milliards de tonnes. C'est beaucoup, mais c'est quand même limité par rapport à ce que c'est maintenant, puisqu'on est à 15 ou 16 milliards de tonnes. Donc, entre 45 et maintenant, la consommation d'énergie a été multipliée donc par environ 7 ou 8. Alors, ça correspond à la fois à une augmentation de la population, bien sûr, mais ça correspond aussi beaucoup à une amélioration du niveau de vie. Jusqu'en 2000, le monde se partageait, pour simplifier, le monde se partageait en deux parties. Il y avait ce qu'on appelle l'Organisation commune de développement économique. Bon, c'est un sigle c'était une organisation, c'est toujours une organisation d'ailleurs qui regroupe les grands pays industrialisés. Pour faire simple, c'est le Canada, les États-Unis, l'Europe occidentale et puis le Japon, l'Australie. Vous voyez, ce sont les pays entre guillemets qui étaient déjà relativement riches au XXe siècle. Eh bien, ces pays qui représentaient environ 1 milliard d'habitants consommaient plus de la moitié de la consommation totale d'énergie. Le reste, il y avait déjà, comme en 2000, il y avait 5 milliards d'habitants en plus de ce milliard d'habitants qui peuplaient les pays riches. Ces 5 milliards d'habitants consommaient moins d'énergie que le milliard d'habitants. Donc il y a d'énormes disparités dans les consommations d'énergie par tête. C'est-à-dire si on ramène la consommation d'énergie pour chaque habitant, un Américain va consommer énormément d'énergie. Je fais souvent la comparaison. Le rapport entre la quantité d'énergie consommée par un Américain et la quantité d'énergie consommée par dans un pays d'Afrique de l'Ouest, qui sont parmi les pays les plus défavorisés de ce point de vue-là, il est de l'ordre de 30, de 1 à 30. La richesse d'ailleurs, mesurée en nombre de dollars disponibles en théorie, est à peu près du même ordre. Donc il y a d'énormes disparités. Alors les choses ont... À partir de 2000, il y a eu évidemment un changement et ça c'est vraiment le changement pour moi très important, c'est le développement de la Chine. Comme vous le savez sans doute, à la mort de Mao en 1976, Mao, donc le dirigeant historique qui avait fait la révolution, etc., la Chine était dans un état catastrophique. Il y a eu donc un individu un homme qui s'appelle Deng Xiaoping, qui a relancé l'activité en Chine. Et à partir de là, on sait qu'entre 1980 environ et jusqu'à une époque récente, maintenant la situation est un peu plus compliquée en Chine, la croissance économique c'était à 10% par an. On est maintenant dans une situation où la Chine a presque un niveau de, enfin pas un niveau de vie, mais a presque une richesse en tant que pays équivalent à celui des États-Unis. Ce sont les deux grandes puissances. Et d'ailleurs, en principe, la vision que les Chinois ont, c'est de devenir en 2049, c'est-à-dire 100 ans après la prise du pouvoir par Mao Tse-tung, le dirigeant communiste, de devenir la plus grande puissance mondiale. Ils seront d'ailleurs déjà sans doute un peu avant, du moins d'un point de vue économique, du moins au point de vue potentiel de richesse. Sur le plan militaire, c'est une autre question. On consomme du pétrole, ça représente 33% de la consommation totale d'énergie, donc un tiers on va dire.
On consomme du charbon, on consomme encore énormément de charbon malgré les problèmes que ça pose et sur lesquels on reviendra. On consomme également du gaz naturel, donc qui vous sert à vous chauffer ou bien à faire la cuisine, etc. L'ensemble de ces trois énergies qu'on appelle les énergies fossiles, puisque ces énergies donc viennent du sol, elles sont toutes produites à partir de mines, de choses comme ça. Ça représente plus de 80% de la consommation d'énergie. Alors les autres énergies, qu'est-ce que l'on a? On a le nucléaire dont on parle beaucoup en France, que c'est la principale source d'électricité en France, c'est le nucléaire. On a l'hydraulique, c'est-à-dire les barrages. Et on a également maintenant les énergies renouvelables. Sur les 20% qui restent en dehors donc des énergies fossiles, pour simplifier beaucoup on dira que c'est à peu près un tiers. C'est pas tout à fait vrai, c'est ça. Alors ce qui est intéressant, c'est de parler évidemment des énergies renouvelables. L'hydraulique d'ailleurs aussi est une énergie renouvelable. Mais quand on parle des énergies renouvelables, c'est plutôt maintenant le solaire et l'éolien. Les panneaux solaires qui vous donnent de l'électricité, les éoliennes que vous voyez le long des routes vous donnent de l'électricité. Alors si on revient donc aux hydrocarbures. En général, en hydrocarbures, on comprend surtout le pétrole et le gaz. D'ailleurs, d'une certaine façon, sans entrer dans trop de détails, quand on produit l'un, on produit un peu l'autre. Voilà. Alors, le pétrole a été découvert, colonel Drake, Titusville aux États-Unis en 1859. Bon, c'est un peu mythique tout ça, il y a eu certainement des découvertes un peu avant, un peu après. Le pétrole, comme le disait un économiste célèbre, ce que je vais dire est d'une banalité épouvantable, mais le pétrole est liquide, ce qui lui donne une facilité d'utilisation, une commodité extraordinaire. Actuellement, les transports restent encore beaucoup à base de pétrole. Bien sûr, on vous parle beaucoup de la voiture électrique, ce qui est tout à fait normal, on y reviendra. Mais le pétrole, vous allez à la pompe, vous faites le plein, en 2 minutes, vous obtenez de quoi faire 700-800 km. Donc c'est extrêmement pratique. Le problème, il y a des émissions de gaz à effet de serre qui posent des soucis. Donc le pétrole s'est beaucoup développé, c'est comme ça que le pétrole en fait a pris beaucoup d'importance, surtout après 1945. Pendant très longtemps, les États-Unis ont été le principal producteur de pétrole. La Russie aussi produisait pas mal. Mais ce qui a changé complètement la donne, c'est les grandes découvertes du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Iran, Irak, etc., qui se sont faites à des époques différentes. Et on va dire que c'est vers 1930-1940 qu'on a eu vraiment les grandes découvertes. Et le grand développement, on y revient donc de la consommation de pétrole à partir de 1945, tient à deux choses. D'une part, vous aviez une Europe qui avait été détruite par la guerre, le Japon avait été aussi détruit, il fallait reconstruire. Quand vous reconstruisez, vous avez besoin d'énergie. Et on avait en même temps disponible au Moyen-Orient, donc en Arabie Saoudite, dans les pays voisins, d'énormes quantités de pétrole qui ne demandaient qu'à être produits à des coûts très faibles. Parce que les gisements de pétrole au Moyen-Orient sont faciles d'accès, on va dire. Et donc les coûts de production étaient très faibles. Actuellement, pour une fois, on va donner un chiffre, le prix du pétrole sur les marchés, 85-90 $ par baril, bon, c'est une unité comme une autre, 85-90 $. Les coûts de production en Arabie Saoudite, c'est quelques dollars par baril. Donc vous voyez les marges qu'il y a entre le coût de production et la valeur du pétrole sur les marchés. Et lorsque j'ai commencé ma carrière, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était de l'ordre, on disait que ça coûtait 10 ou 20 cents à produire. Donc quelque chose de très faible. Donc le pétrole, très utile. Le gaz, effectivement, le gaz a un avantage également, c'est que il produit relativement peu de gaz à effet de serre. Bon, c'est discuté, mais c'est un peu la réalité. D'où l'intérêt de ces énergies et le fait que, je répète, c'est massif. Elles représentent 80% de la consommation totale d'énergie. Et on ne peut pas imaginer de remplacer de jour au lendemain ces énergies-là par des panneaux solaires et par des éoliennes. La consommation de pétrole continue à augmenter pratiquement tous les ans. Elle augmente de 1, 2, 3% par an. Alors, est-ce que ça va durer indéfiniment? Certainement non. Non pas tellement parce qu'on manque de réserves de pétrole. Le pétrole, on en a beaucoup, comme on a beaucoup en fait de gaz et de charbon. Il y a 20 ans, on se préoccupait beaucoup. La question était, est-ce qu'on aura encore du pétrole à Noël? Je peux vous dire que maintenant, plus personne ne se pose cette question-là. On sait qu'on a beaucoup de pétrole devant nous et beaucoup d'experts vous disent l'essentiel du charbon devrait rester en terre si on veut éviter un effet de serre massif du fait de la combustion du charbon. Une partie du pétrole devrait également rester en terre. Pour le gaz, c'est une autre question. En tout cas, on a donc d'un côté, on a ce problème que vous avez cité du changement climatique, donc qui est lié donc aux émissions de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre et qui résulte essentiellement du brûlage, de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon. Et donc, il faut évidemment réduire. Le problème, c'est que si en Europe, actuellement, on fait des efforts pour réduire parce qu'on est arrivé à un degré de développement qui permet de réduire un petit peu les consommations,
des pays comme la Chine, comme l'Inde, qui est un pays quand même qui représente presque 20% de la population mondiale, des pays qui ont besoin de se développer encore, surtout l'Inde, les pays africains, je n'en parle pas. Donc là, vous avez des consommations de pétrole qui vont continuer à augmenter, qu'on le veuille ou non. Alors, on pourrait évidemment prendre des mesures drastiques et dire non, mais ça poserait beaucoup plus de problèmes que ça n'en résoudrait. Donc, ce que l'on peut prévoir, c'est que la consommation de pétrole et de gaz naturel, sans doute, va continuer à augmenter encore, je dirais, peut-être pendant 5-10 ans, un tout petit peu plus. Après, ça va décroître. Alors, vous avez des scénarios, j'aime bien ces scénarios, donc des représentations de l'avenir. Selon l'Agence internationale de l'énergie, qui est une agence très connue dans ce secteur, qui fait un peu autorité, en général, vous avez 3 scénarios. Un scénario, on dit, bon, on ne peut pas faire grand-chose, donc on va continuer à les utiliser. Un scénario, on dit, bon, allez, on s'y met un peu, on veut réduire quand même, on a vu cet été les conséquences du réchauffement. On voit aujourd'hui la température qu'il fait un 4 septembre, donc 5 septembre. Donc, on peut se préoccuper. Et donc là, on baisse un peu. Et puis alors, vous avez un scénario qui s'appelle le NZE, Net Zéro Émission. Ça veut dire quoi? On fait en sorte qu'en 2050, un peu partout dans le monde, les émissions de gaz à effet de serre sont complètement compensées par des captures, des enlèvements, etc. Donc le bilan net des émissions de gaz à effet de serre devient 0. Mais si on fait ça, à ce moment-là, la consommation de pétrole en 2050 sera à peu près à peine 20% de ce qu'elle est actuellement. La consommation de charbon, je n'en parle pas. La consommation de gaz également serait très fortement réduite. Donc on a, si vous voulez, si on regarde à 2050, ce qui est à la fois un peu loin, mais pas si loin que ça, maintenant la plupart des scénarios que l'on fait vont vers cette année qui sert assez facilement de référence. Donc vous avez des scénarios où on prévoit une diminution modérée de la consommation d'énergie fossile, en partie de pétrole et de gaz, parce qu'ils sont très utiles, ils sont faciles, ils ne sont pas très chers. Et puis des scénarios, vous avez des réductions drastiques, parce que, bon, à ce moment-là, il y a des décisions gouvernementales, des décisions politiques qui vont aller dans le sens d'une réduction drastique des gaz à effet de serre, de manière à éviter le changement, à limiter le changement climatique. La Chine, il faut rappeler, c'est 20 fois la population française. Il y a 20 fois plus de Chinois que de Français. Et il y a donc un peu plus de 20 ans, la Chine était à un niveau de développement extrêmement faible. Or, actuellement, je vérifiais les chiffres récemment, la Chine va produire à peu près autant d'électricité par habitant que la France. Donc, il y a eu un énorme développement de cela. Donc, la Chine est un pays, en plus, on sent actuellement, il y a des signes, la population maintenant est stagnante, la richesse augmente relativement de manière limitée. La Chine est déjà un pays tout à fait leader en matière d'énergie renouvelable. La Chine a des surfaces de panneaux solaires absolument extraordinaires. Regardez des montagnes qui sont couvertes de panneaux solaires. Il y a des éoliennes un peu partout. Bon, malgré ça, les besoins de la Chine sont tels qu'elle consomme des quantités faramineuses de charbon et qu'elle essaie de consommer aussi du pétrole. Mais il y a effectivement déjà en Chine beaucoup d'efforts dans ce sens-là, pour une raison d'ailleurs simple, c'est que la pollution due à l'utilisation massive du charbon est telle que la population souffre. J'ai connu des gens qui avaient quitté la Chine parce qu'ils étaient malades de cette pollution. Donc la Chine a besoin à la fois de montrer qu'elle va s'intéresser au changement climatique et en même temps le fait pour des raisons de santé. Donc le développement des renouvelables sera certain et donc la Chine en principe s'est engagée à partir de 2060 je crois à réduire ses émissions de CO2. Ça laisse encore du temps malheureusement. Un pays comme, si on prend son voisin qui est le deuxième grand pays par la population, même sans que le premier maintenant qui est l'Inde, la situation est un peu différente. Ils ont la même population, mais la consommation d'énergie en Inde actuellement est à peu près le quart de ce qu'elle est en Chine. Donc il y a un besoin énorme, on a vu au moment du Covid tout ce qui se passait, bref, je n'insiste pas, des besoins énormes de développement. Donc si je regarde le côté consommation, si l'Europe et les États-Unis peut-être un peu font des efforts pour réduire, dans les autres pays, pour le moment, la consommation d'énergie fossile risque de continuer à augmenter, au moins pendant un certain temps. Du côté des pays producteurs de pétrole, et ils sont relativement moins nombreux, 3 grands pays producteurs de pétrole, donc les États-Unis et l'Arabie Saoudite et la Russie. Alors les intérêts de ces deux pays actuellement sont un peu différents. La Russie cherche à produire un maximum de pétrole pour financer la guerre en Ukraine. L'Arabie Saoudite a également besoin d'argent parce qu'il y a on sait que le nouveau Premier ministre, nouveau maintenant depuis 7 ou 8 ans, Mohamed Ben Salman, c'est un jeune type relativement dynamique, qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais il est en train quand même de transformer l'Arabie Saoudite. Et il a un plan de développement de l'Arabie Saoudite qui est absolument colossal. Et pour financer ce plan, il a besoin de l'argent du pétrole. Donc si je dirais que dans l'instant, actuellement, ces pays-là ont intérêt à
peut-être d'ailleurs plus que de vendre beaucoup de pétrole, à avoir le prix le plus élevé possible, puisque la recette, c'est un volume multiplié par un prix. Si le prix est élevé, on peut avoir un volume un peu plus petit, ce qui se passe d'ailleurs actuellement. Mais après, un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est là que c'est intéressant, est très intéressé à développer des énergies nouvelles. À côté de l'Arabie Saoudite, vous avez les Émirats Arabes Unis, qui est un exemple très intéressant. Les Émirats Arabes Unis, qui sont très riches en pétrole, qui produisent quand même beaucoup de pétrole, eh bien, ils ont construit des centrales nucléaires, par les Coréens d'ailleurs, aux grandes dames des Français, et ils ont mis en place des centrales solaires absolument énormes. Et donc, il y a une volonté de développer ces nouvelles énergies, à la fois pour remplacer le pétrole et puis avoir un peu plus de pétrole exporté. En tout cas, la transformation est nette. L'Arabie Saoudite a un peu les mêmes projets, mais est assez en retard par rapport à ça. Mais l'idée, quand même, c'est d'aller vers les énergies renouvelables. Et par exemple, on peut voir dans beaucoup de publications la volonté de l'Arabie Saoudite, par exemple, de devenir un des rois de l'hydrogène, puisque avec les panneaux solaires, peut-être avec quelques éoliennes, vous produisez donc de l'électricité. Cette électricité, vous l'utilisez pour décomposer l'eau, et à partir de la décomposition de l'eau, vous obtenez de l'hydrogène, de l'oxygène, et cet hydrogène va être une source d'énergie que beaucoup de gens considèrent comme une source extrêmement importante pour le futur. À partir de 1970, la production de pétrole a commencé à baisser aux États-Unis, et donc ils se sont retrouvés il y a maintenant 20 ans dans une situation où ils ont une grosse consommation de pétrole, et ils importaient les 2/3 de cette consommation. Donc ils étaient extrêmement dépendants du Moyen-Orient, donc il y a eu tout un nombre de phénomènes qui se sont produits. Et puis il y a eu ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle toujours, ce que j'appelle la révolution des pétroles, des gaz de schiste. C'est-à-dire que par des techniques dont vous avez peut-être entendu parler, on peut dans certains secteurs, produire beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz. Les conditions sont un peu complexes, je ne l'explique pas. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que la production, on va donner quand même un ou deux chiffres, la production américaine de pétrole, donc qui était de l'ordre de 10 millions de barils par jour, enfin 10 il y a 50 ans, était tombée à 5 il y a 20 ans, et maintenant est remontée à 15. Si on simplifie, il y a 20 ans, ils étaient très dépendants des autres pays pour leurs besoins énergétiques. Maintenant, ils sont relativement indépendants, donc ils ont tous les moyens de mener une politique comme ils l'entendent. Les États-Unis ont également une production, ont développé les renouvelables. Vous avez des champs d'éoliennes du côté du Texas. Le solaire est peut-être un peu moins important, mais les États-Unis font partie des grands pays producteurs d'énergie renouvelable, sachant que pour eux, c'est moins. Autant en Europe, vous avez cette pression politique permanente de certains partis politiques et de certaines organisations. La situation est moindre aux États-Unis dans la mesure où l'organisation du secteur de l'énergie est complètement différente. Pour simplifier, je dirais qu'aux États-Unis, c'est pratiquement un des seuls pays où le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol. Si en France, vous faites un trou dans votre jardin, vous trouvez du pétrole, vous oubliez parce que ça va aller à l'État. Quand vous êtes aux États-Unis, l'argent, il est pour vous. Donc vous avez un système économique autour de l'énergie qui est complètement différent. Chacun peut produire son énergie, je simplifie beaucoup, et donc il est beaucoup plus difficile pour le gouvernement de contrôler complètement ce secteur-là. Donc c'est un système libéral, donc les gens produisent, mais il y a quand même un développement des énergies renouvelables qui font partie maintenant du paysage énergétique américain.